Les états généraux de la bioéthique sont terminés et puis il y a des bruits qui courent sur des discordes à l'intérieur de la majorité, des possibilités de remaniement ministériel, on va voir ce qu'il en est. Et on est avec Guillaume Chiche justement ce matin pour en parler, qui est député de La République En Marche des Deux-Sèvres. Guillaume Chiche, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios. Donc je disais, les états généraux de la bioéthique sont terminés, ils ont rendu leurs conclusions. Il y a le comité consultatif de la bioéthique qui doit rendre son rapport. Et vous, la semaine dernière, avec d'autres députés de la majorité, vous avez demandé à ce que la procréation médicalement assistée, la PMA, soit étendue à tous, alors qu'aujourd'hui, elle est réservée à certaines femmes. Est-ce que vous pensez que vous pourrez être entendu ? Écoutez, j'en ai l'absolue conviction d'être entendu. D'accord. Et nous sommes déterminés et volontaires à mettre en place ce que nous avions dit lors de la campagne présidentielle. Vous étiez combien? 50 signataires à peu près de ce texte? Nous étions 50 signataires pour la tribune en faveur de la PMA pour toutes. Ouais. Vous l'avez dit, la consultation citoyenne, elle est terminée. Le Conseil national d'éthique doit rendre son avis. Moi, je voulais réaffirmer au travers de cette tribune, notre détermination politique à élargir à toutes les femmes Est-ce que le président de la République est vraiment sur votre longueur d'onde? Écoutez, le président de la République, pendant sa campagne présidentielle, a affirmé plusieurs choses, mais en l'occurrence une chose, c'était que la PMA serait élargie à toutes les femmes, qu'elles soient en couple homosexuel, qu'elles soient seules, monoparentales, ou qu'elles soient en couple hétérosexuels avec des problèmes de fertilité, et comme c'est d'ailleurs le cas et ce qui est autorisé aujourd'hui par la loi. Moi, ce que je voulais réaffirmer par cette tribune, c'est notre volonté politique de le faire. Parce que il y a un élément qui est ressorti pendant la consultation citoyenne, c'est la mobilisation de certains groupes, voire de groupuscules, qui sont tentés de dire qu'il y a un seul modèle familial, qu'il y a un modèle de famille. Et ça, moi, je le réfute en bloc. Ce qu'il faut, c'est des enfants qui puissent grandir, s'émanciper grâce à leur environnement. Guillaume Chiche, est-ce que vous êtes tous d'accord dans le groupe Nous avons tous été élus sur la base du même programme. Nous avons défendu le programme présidentiel, nous avons été élus sur la base du programme législatif. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Vous en avez parlé entre vous? Bien entendu, nous en parlons entre nous. D'ailleurs, dans les 50 signataires, vous avez une diversité il y a des gens de comme collègues. Monsieur Rançon, qui vient plutôt de la droite. Tout à fait, tout à fait. C'est un exemple. Et donc, vous venez un peu de tous les univers. Mais est-ce que les quelques 300 députés LaREM sont tous d'accord? Écoutez, j'en suis convaincu à ce stade. Et si l'avenir me donne tort, je ferai le travail pour les convaincre. Le président de la République doit s'exprimer là-dessus quand? Je n'ai absolument aucune idée du calendrier à partir duquel il se prononce. J'imagine, j'imagine. Mais pour être bien clair, le président de la République s'est déjà exprimé sur le sujet de la PMA. Pendant la campagne, j'entends bien. Pour ce qui est de la gestation pour autrui, c'est-à-dire la GPA, est-ce que vous demandez aussi que la GPA soit légalisée en France? Je ne le demande pas. Et conformément au programme et présidentiel et législatif, je reste sur la procréation médicalement assistée et je n'avance pas. Je ne suis pas en faveur d'une légalisation de la GPA. Sur la PMA, vous en feriez un casus belli? Sur la PMA, vous savez, en tant que parlementaire, j'userai de tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir légiférer, pour pouvoir permettre la PMA. Alors, il y a des ministres, notamment les ministres de Bercy, qui se sont exprimés sur les aides sociales en disant, comme la conjoncture s'améliore, comme l'emploi s'améliore, il faudrait peut-être voir à réviser justement les aides sociales à la baisse. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, premièrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Deuxièmement, ils n'ont pas tout à fait dit ça. Ils ont dit qu'il fallait réinterroger l'efficacité des aides sociales. Et moi-même, nous avions eu l'occasion d'en parler quand je faisais mes travaux sur la politique familiale. Moi-même, je le disais, il y a une question d'efficacité aujourd'hui des aides sociales. Aujourd'hui, est-ce que nous atteignons les objectifs de notre protection sociale? Eh bien, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a toujours un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Il ne faut pas moins d'argent, mais il faut revoir la tubulure. Exactement. Moi, je le dis très clairement. Si on parle d'une réforme structurelle des aides sociales pour les rendre plus efficaces, vous êtes d'accord, plus lisibles, je suis complètement d'accord. D'accord. L'entrée dans le sujet, elle ne doit pas être strictement budgétaire. Et je suis pleinement rassuré, y compris par les membres de l'exécutif. Monsieur Darmanin a parlé de baisse. À Bercy, Monsieur Darmanin a dit il y a trop d'aides sociales, en expliquant son propos.
en disant qu'il y avait une multitude d'aides sociales qui interrogeaient l'efficacité, la lisibilité. Vous savez, c'est l'impôt des Français. Et derrière, c'est la question de l'objectif qu'on arrive à atteindre ou pas. Eh bien, moi, je suis en phase avec ça. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces propos ont quand même jeté un peu le trouble dans la majorité? On dit que ça tangue dans votre majorité, là. Ça ne tangue pas. Ces propos, ils ont interrogé, ils ont été très vite rectifiés. En clarté. Il est trop à droite, ce gouvernement. Il est trop à droite, ce gouvernement. En l'occurrence, M. Darmanin et M. Le Maire viennent de la droite. Il y a des personnes, M. Darmanin, M. Le Maire, qui viennent de la droite, qui font le pari de travailler avec des personnes comme moi, en tant que parlementaire, d'autres personnes, membres de l'exécutif gouvernemental, qui viennent de la gauche. Et donc, tout le monde aujourd'hui est à l'œuvre pour une promesse que nous avions faite, qui était le dépassement des clivages et l'absence de réflexe dogmatique ou idéologique. Je crois que ce pari, il est pleinement réussi aujourd'hui. D'accord. Donc vous êtes en phase aussi quand on réduit ou quand on supprime carrément l'impôt sur la fortune mobilière, vous êtes d'accord? Pareil pour la flat tax qui pèse sur les revenus du capital. Écoutez, c'est un budget que j'ai voté, qui l'a ancré. Donc vous êtes d'accord Parce que la suppression de l'ISF, c'était pour dévier sur un autre impôt et pour pouvoir permettre à tout à chacun de contribuer une nouvelle fois à l'essor économique du pays. Et je vais vous dire une preuve de nos avancées, de notre émancipation par rapport à nos appareils traditionnels. Moi, je suis de gauche, je viens de la gauche. J'ai œuvré dans les rangs du Parti socialiste. Si j'avais été élu député au sein du Parti socialiste, peut-être que j'aurais eu ce réflexe de dire l'ISF surtout pas, n'y touchons pas. J'ai fait le pari de travailler. De m'émanciper de ces réflexes un petit peu idéologiques pour aller vers autre chose. Et donc, sur la question de l'ISF, je ne dis pas qu'on a réussi la communication autour de cette mesure. Je dis que la mesure est fondée. D'accord. Et est-ce qu'il faut supprimer l'ISF sur l'immobilier? L'ISF sur l'immobilier, je pense une chose, c'est que l'argent qui est immobilisé, alors qu'il pourrait être injecté dans l'économie réelle, nous devons le favoriser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière? Les personnes qui souhaitent non pas immobiliser leur patrimoine dans de l'immobilier, mais l'investir dans l'économie plus dynamique, réelle, eh bien, il faut pouvoir les encourager. Donc vous ne répondez pas à ma question encore. Alors, je vais répondre à votre question. Je pense qu'il faut maintenir un impôt sur l'immobilier, le patrimoine immobilier. Cette majorité, donc, elle a un président au groupe qui est M. Richard Ferrand. Elle a un président de parti qui s'appelle Christophe Castaner. Ils font le job, ça vous convient? Ils respectent les équilibres? Ils font le job, ça, à n'en pas douter. Christophe Castaner, il œuvre tous les jours, pied à pied, pour lancer des sujets dans la société, dans une démarche d'ailleurs de concertation, qui avait été un petit peu moquée pendant la campagne, mais qui a été salutaire, qui nous a amenés aux responsabilités. Aujourd'hui, il initie la même chose. Hier, c'était la grande marche européenne. Demain, c'est toute une succession d'assises, d'états généraux, d'interrogations. Le parti, il arrive à vivre? Monsieur Castaner, Christophe Castaner, le fait, avec tout son volontarisme, toute sa détermination, et il est appuyé dans ça. Donc leur autorité, vous ne la remettez pas en question? Absolument pas. D'accord. Christophe Castaner est devenu et arrivé à la direction de La République En Marche sur un processus démocratique avec toute la confiance. Pas mal aidé par le président de la République, hein, qui lui a incombé. D'accord. Alors, il y a un autre sujet que j'évoquais en introduction et qui court les rédactions. Europe 1 ce matin s'en faisait l'écho, c'est que vous seriez quelques-uns à vouloir qu'il y ait un renouvellement du gouvernement, qu'on change certaines têtes. Absolument incompréhensible. J'ai, comme vous, lu cet article d'Europe 1 qui dit qu'une vingtaine de parlementaires de la majorité demanderaient un remaniement gouvernemental. Quand est-ce qu'on fait un remaniement? Quand on en a besoin. On ne le fait pas simplement pour se faire plaisir. Aujourd'hui et depuis un an, est-ce que les réformes sont élaborées? Est-ce qu'elles sont inscrites à l'agenda politique? Est-ce qu'elles sont adoptées par l'Assemblée? Oui. Nous avions pris un engagement, c'était celui de réformer le pays, c'était celui d'avancer. Aujourd'hui, nous avançons. Je ne crois pas qu'il y ait un seul ministre qui aujourd'hui fasse défaut dans cette logique de réforme du pays. Donc vous êtes satisfait? Et donc moi je dis une chose, si ça fonctionne, on continue. Aujourd'hui, cela fonctionne. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez aller aux européennes comme ça? Ah, je pense que nous pouvons aller aux européennes comme ça. Avec la même formation gouvernementale. Il y a tout un tas de sujets qui se posent vis-à-vis d'un nouveau scrutin, en l'occurrence les élections européennes. Mais on ne le résoudrait pas en disant remaniement ou pas. Et par ailleurs, j'attire l'attention sur un point.
c'est qu'il s'agit de la responsabilité et du Premier ministre et du Président de la République d'impulser un remaniement gouvernemental qui, je pense, ne serait pas nécessairement fondé à la lumière des éléments que j'ai aujourd'hui. Donc vous me dites que là, pour le moment, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de parlementaire qui demande un renouvellement de tête. Je ne dis pas ça, je dis, moi, je ne demande pas un renouvellement des têtes. J'ai observé, en me rendant dans vos studios, l'article d'Europe 1. Je pense que les journalistes d'Europe 1 fondent sur du concret les informations qu'ils distillent. Et donc, j'attendrai de voir si des collègues de la majorité le demandent. Mais je pense que ce serait vous n'en serez pas. Ni la forme, ni le moment de le faire, parce que nous sommes dans l'efficacité aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un rapport parlementaire sur le quotient familial. Au terme de ce rapport, vous demandez la suppression du quotient familial, qui est quand même une petite révolution. Ça, on est où, ce sujet? Un rapport sur la politique familiale, contenant 23 propositions que je n'ai pas eu l'occasion de présenter à l'Assemblée nationale, car mon co-rapporteur des Républicains a choisi de faire un coup politique et de démissionner pour m'empêcher, me bâillonner, empêcher la restitution de mes travaux auprès de mes pairs, en l'occurrence auprès des parlementaires. C'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la proposition que je faisais sur l'existence du quotient familial et la mise en place d'une nouvelle aide venant reprendre et les allocations familiales et le quotient familial. Mais vous avez vu qu'on fait moins d'enfants dans ce pays? Moi, de la même manière qu'aujourd'hui sur les aides sociales, j'ai fait un constat, 59 milliards mobilisés. D'accord. 59 milliards et en face de ça, un enfant sur 5 sous le seuil de pauvreté. L'objectif est-il atteint? Je ne le crois pas. Vous avez remarqué que l'exécutif gouvernemental a dit qu'on ne touchait pas au quotient familial. Et donc, moi, je dis une chose, la proposition, elle est sur la table, je crois travailler et fondée. Il y en a aussi 22 autres qui intéressent la politique familiale, que nous aurons l'occasion de discuter. La politique familiale en France, elle marche plutôt. Jusqu'à présent, elle marchait plutôt, parce que la France était un des pays qui faisait le plus d'enfants. Or là, il semblerait que la courbe s'inverse, justement, depuis que des réformes ont été faites sur ce front. La politique familiale, moi, je crois que c'est un pilier de notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, elle nous empêche d'avoir un enfant sur 5 sous le seuil de pauvreté? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, elle permet pleinement d'endiguer la tendance à la baisse de la natalité? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, elle répond à une question? C'est un nombre satisfaisant de places en crèche, de modes de garde sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des populations? Non. Donc, il y a des améliorations. Il y a, je crois, une réforme structurelle à mener, au-delà de sur les aides sociales, sur la politique familiale. Elle aura lieu avant la fin du quinquennat? Écoutez, moi, je lancerai le débat à l'occasion du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui arrive dans les travaux parlementaires à la rentrée. Dernière question, le conflit de la SNCF, la France va en sortir? La France sort toujours des conflits. Oui, d'accord, mais là, sur la SNCF, ça ne va pas durer tout l'été. J'ai la conviction que nous empruntons la bonne voie. J'ai la conviction que l'opinion soutient la réforme. Je regarde avec beaucoup d'attention les mouvements sociaux de la SNCF. Je ne les perçois pas comme étant grandissants, mais je ne lis pas dans le marc de café, donc j'attends de voir ce qui se passera dans les semaines prochaines, mais je crois que c'est attendu et légitime. On continue avec Guillaume Chiche, député LaREM des Deux-Sèvres, avec Valentin Pilate qui nous rejoint dans le studio. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Guillaume Chiche. Bonjour Valentin. Alors une première question de Nadia. Depuis que c'est vous au pouvoir, on paye, et on est sacrifié, on n'existe plus déjà. Flop pour le peuple, point d'interrogation, c'est sa question. Trop d'impôts? Moi, je vais répondre à Nadia une chose. C'est l'augmentation de 100 € de l'allocation adulte handicapé. C'est l'augmentation du net sur la feuille de paye quand on supprime les cotisations maladie et chômage. Pour une personne aujourd'hui au SMIC, ça représente 20 € par mois. Ce n'est pas rien. C'est l'augmentation de la CSG. C'est l'augmentation de la CSG aussi pour pouvoir mieux rémunérer ceux qui travaillent. Les travailleurs, inciter ceux qui n'y sont pas à y aller et mieux les rémunérer. Parce que je crois qu'on s'émancipe par le travail. Mais je dirais aussi à Nadia qu'il y a toute une batterie de mesures, notamment le dédoublement des classes en REP et REP+, pour pouvoir donner à nos enfants, à la jeunesse de ce pays, toutes les chances dans la vie. C'est de la mobilisation de dépenses publiques qui a un impact positif sur la population. Une autre question de Christophe. Que pensez-vous de la régulation des sans-papiers suite à un acte héroïque? Doit-on ou non automatiser... Régularisation des sans-papiers, oui, c'est ça. Doit-on ou non automatiser cette démarche à tous ceux qui font preuve de civisme envers son prochain? Écoutez, je crois que nous sommes au lendemain d'une loi, asile, immigration, qui a posé
deux fondamentaux. C'est d'abord pouvoir accueillir les personnes de manière digne, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, avoir des reconduites à la frontière qui soient effectives. Et je crois que l'essentiel est l'application de cette loi, l'application de cette démarche, l'application de cette approche. Ces reconduites sont effectives, vous pensez ? Des actes héroïques, je pense qu'il faut les saluer, les souligner. Je pense que c'est totalement fondé d'avoir la naturalisation de ce véritable héros. Ni vous ni moi, je crois, n'aurions eu forcément ce réflexe. Et donc, je crois qu'il faut surtout les capacités, d'ailleurs, en l'occurrence. Et les capacités, effectivement. Êtes-vous satisfait, cette loi-là, dont vous parliez, la loi Asile et Immigration, c'est une loi équilibrée pour vous ? Je pense que c'est une loi équilibrée, effectivement. Un commentaire de Marie, En Marche pour continuer à torturer les animaux dans les élevages et les abattoirs, En Marche pour augmenter le nombre de chasseurs, En Marche pour continuer à polluer au glyphosate. Bref, la honte, c'est clique au service des lobbies. Est-ce qu'il y a les lobbies qui fonctionnent derrière tout ça ? Oui, il y a des lobbies. Il y en a ? Est-ce que vous subissez leur pression ? Il y a des lobbies qui font leur démarche d'influence auprès des parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui les parlementaires se mettent dans la main des lobbies ? Je ne crois pas. Parce qu'on peut dire pas de vidéosurveillance dans les abattoirs. Ce que je vois dans les médias ces derniers jours. Ce n'est pas vrai. D'abord, il y a une démarche expérimentale, incitative sur tous les abattoirs pour mettre en place la vidéosurveillance, pour pouvoir signaler aux consommateurs quelles sont les méthodes d'abattage dans les abattoirs. Ensuite, c'est le doublement des peines en cas de maltraitance animale. C'est passé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et une quinzaine de milliers d'euros d'amende au double. 1 an d'emprisonnement avec beaucoup plus de pénalités financières. Donc c'est pas que de la com alors, cette loi. Ce n'est pas que de la com. Nous avons agi dans cette loi. Est-ce que nous aurions pu aller plus vite, plus loin ? Peut-être, mais ça nécessite le consensus de la représentation nationale. Ça passe par le vote des parlementaires, jamais des lobbies. Très bien. Dernière question. Le gouvernement présente ce matin donc la réforme de l'audiovisuel public, dont tout le détail d'ailleurs se trouve sur le Figaro.fr, sur la page d'accueil et même sur le chat de Figaro Live. J'ai mis les détails pour nos internautes qui nous regardent. Et bref, pour Frédéric, ras-le-bol de la redevance TV qui ne cesse d'augmenter, supprimons certaines chaînes qui servent à rien, BC ajoute 1 ou 2 chaînes publiques, ça suffit. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh ben moi j'entends ce constat. Il faut supprimer les chaînes. Je dis non. Je crois que nous devons faire la démonstration de la plus-value d'un service de l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des chaînes publiques avec des éléments de qualité. Or, quand le citoyen, la citoyenne en l'occurrence, s'interroge sur l'élément de différenciation, ce que ça va nous apporter en plus par rapport notamment à d'autres chaînes télé ou à d'autres radios qui ne sont pas dans le giron public, eh ben on doit y répondre. Parce que c'est financé, encore une fois, par l'argent des Françaises et des Français. Et donc, je crois que nous devons interroger l'aspect qualitatif des programmes et des diffusions. Et la qualité du service public n'est pas au rendez-vous ? Je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ne voient pas forcément la différence entre ce qui est issu de l'audiovisuel public ou des autres chaînes. S'il y a une confusion, c'est qu'il y a une amélioration à effectuer. Il faut que le public se distingue davantage. Complètement. Par la qualité. Complètement. D'accord. C'était Guillaume Chiche, le député LaREM des Deux-Sèvres, qui était avec nous ce matin. Merci de vous être prêté au jeu des questions et merci pour vos réponses. Et merci, Valentin Pilate, merci de vous être fait le médiateur des internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.